So, oui. Le juge président. Nous allons maintenant aborder le deuxième volet d'audience. Et je vais donc donner la parole aux parties et aux participants afin qu'elles répondent aux observations qui ont été présentées. Madame le procureur, vous avez la parole. Madame Bensouda, merci. Monsieur le Président, Monsieur MacDonald, premier substitut du procureur, va répondre aux observations soulevées par la défense de Monsieur Gbagbo. Le Président, je vous remercie. Monsieur MacDonald, je vous en prie. Monsieur MacDonald, merci. Madame, Messieurs les juges, pour ce qui est... À la Chambre en français. Sur le premier point, je vais laisser ma collègue répondre pour elle-même, mais je vais tout simplement noter la chose suivante. La règle 134.2 parle d'observation ou d'objection, en anglais certainement. En français, je n'ai pas le texte devant moi, mais je note que il n'y a aucune demande. Exception ou observation? Exception ou observation. Alors, je note qu'il n'y a aucune demande concrète liée à ces observations et exceptions dans un premier temps. Dans un deuxième temps, pour ce qui est de la question de la confidentialité de l'accès, ce qui implique nécessairement les pièces la représentante légale des victimes, y compris celles sous la catégorie de confidentiel. Cette question a été débattue à maintes reprises par cette Chambre dans les procédures menant au début du procès, donc jusqu'à aujourd'hui. Que ce soit sous la plume de la Chambre ou du juge président Henderson tel qu'il était à l'époque, je note que la défense s'est exprimée à plusieurs reprises. Ils ont d'ailleurs demandé, fait des requêtes, des permissions d'en appeler de ces décisions qui ont été rejetées. Alors on revient sur un débat qui a été tranché par cette Chambre à de nombreuses reprises. Ça, c'est sur le premier point. Sur le deuxième point, la question de la préparation. L'accusation note, et je vais vous donner un aperçu, bref aperçu, de la multitude de documents auxquels la défense a eu accès dans ce dossier afin de se préparer. À savoir, en janvier 2013, un premier document contenant les charges. Dans un deuxième temps, en janvier 2014, un deuxième document contenant les charges, certes grandement bonifié, avec accès à des notes de bas de page, avec hyperlien, à tous les éléments de preuve sur la liste des éléments à charge, y compris la fameuse Element-Based Chart. Et cette Element-Based Chart, vous m'excuserez mon anglais, elle était également fournie à chacune des divulgations. Je crois que vous pouvez noter dans le ton de ma voix, encore une fois, qu'il s'agit d'un point qui a été débattu à de nombreuses reprises. Encore une fois, il y a en mai 2014 une décision de confirmation des charges dans le dossier Gbagbo, donc une autre notification des charges, une confirmation des charges. En mai 2014, plus de 18 mois
il y a plus de 18 mois. En août 2014, dans le dossier de M. Bligoudet, donc du maintenant co-accusé, l'accusation dépose un autre document des charges auquel la défense a eu accès, qui, encore une fois, porte sur les mêmes faits. Et tous les éléments de preuve dans ce dossier qui n'avaient pas été divulgués dans le dossier Gbagbo l'ont également été. Ils ont tout. En décembre 2014, une décision de confirmation des charges dans le dossier Bligoudet, donc une autre notification des charges, soit à l'endroit de M. Bligoudet, mais portant sur les mêmes faits sur lesquels M. Gbagbo est accusé. En juillet 2015, alors que la Chambre note que ce n'est pas une obligation, l'accusation dépose un mémoire préliminaire, en anglais le fameux pre-trial brief. Effectivement, plus de 250 pages, plus de 5000 notes de bas de page. La défense a soulevé une objection à cette époque déjà. La Chambre l'a rejeté. La défense a souhaité en appeler. La Chambre l'a rejeté. Dans ce dossier, Monsieur le Président, cher honorable juge, la défense va bénéficier depuis les 4 dernières années, ou a bénéficié depuis les 4 dernières années d'une divulgation où la plupart des éléments à charge ont été divulgués ou à décharge. Certes, il y a eu des requêtes après le délai pour des pièces que nous avions, certaines d'entre elles, annoncées au préalable, sur lesquelles on travaillait, et pour d'autres qui sont venues en notre possession, effectivement, hors des délais. À chaque reprise, nous avons fait des demandes qui ont été soit acceptées, certaines rejetées, mais effectivement, la majorité d'entre elles ont été acceptées, donc les motifs justificatifs ont été retenus et acceptés par la Chambre. La défense, pendant tout ce temps, a eu le temps de se préparer, et je vais utiliser l'expression anglaise, on a rolling basis. Je note que nous avons des pauses dans ce procès. Déjà en février. Nous avons une autre longue pause en avril. On nous a informé que nous allons siéger 2-3 semaines et 1 semaine sera libre. La Chambre a déjà donc donné un temps additionnel au cours du procès pour que la défense ou les parties puissent se préparer. Et il sera toujours possible pour la défense de demander des demandes ponctuelles si nécessaire et la Chambre en décidera. En d'autres mots, vous êtes à même de préserver les droits de la défense en ce sens. Dernier point, et je reviens car ils sont liés, temps de préparation, divulgation, n'est-ce pas? Je veux noter la chose suivante. À décharge, nous avons divulgué près de 5000 pièces. 5000 pièces à décharge. À charge, nous avons sur notre liste des éléments de preuve 5300, plus de 5300. Mais je note, encore une fois, il est important de noter, que même dans ces pièces même, il peut y avoir des éléments à décharge. Non seulement il peut, il y en a. Et en anglais, quand je suivais le transcrit anglais, la présentation de M. Jacob, parce que je vais venir à l'essence de ce qu'est aussi un petit peu ce procès et les remarques de M. le juge président.
My last point, Mr. President, Monsieur le Président, ma dernière remarque, c'est que en réalité, pendant 4 ans, le procureur a adopté une certaine vision de la Côte d'Ivoire, une vision de la crise post-électorale et une vision du rôle joué par Laurent Gbagbo. Et le procureur n'est pas capable de se départir, quels que soient les faits contraires. Donc, nous sortons du domaine du droit pour entrer dans celui de la croyance qui n'a pas sa place dans un prétoire. the opening remarks, Alors, je vais maintenant aborder ce que vous avez dit, Monsieur le Président, au tout début, lorsque vous avez dit qu'il s'agissait du procès de 2 hommes. Il ne s'agit pas du procès de la Côte d'Ivoire, il ne s'agit pas du procès du peuple ivoirien, il ne s'agit pas du procès au sujet d'un point de vue d'un parti par opposition au point de vue d'un autre parti. Nous sommes absolument d'accord. Nous reprenons à notre compte ce que vous avez dit. Il s'agit d'une cour de droit et il ne sera pas question d'opinion publique. Mais mon confrère, ce matin, est en train de nous faire entrer dans le domaine de l'opinion publique. C'est mon confrère qui sort des périmètres de la loi. Je vous remercie. Mr. MacDonald, Juge président, je vous remercie. Monsieur MacDonald, je ne sais pas, est-ce que Maître Knopp souhaite ajouter quelque chose? Vous avez des observations à faire, Maître Knopp, au sujet des observations qui viennent d'être présentées? Maître Knopp, je vous remercie, aucune observation. Le juge président, qu'en est-il de la représentation légale des victimes? Madame Massida, vous avez la parole. Quelques petites remarques seulement sur la première question soulevée par la défense ce matin. La défense a fait du rôle des victimes dans cette procédure un de ses chevaux de bataille tout au long de la phase préliminaire de l'affaire et également la question du rôle des victimes et de l'accès de leur avocat aux documents confidentiels de l'affaire a fait l'objet de plusieurs décisions, tant de la part de la chambre préliminaire que de la part de la chambre de première instance. La défense a eu les plus amples opportunités et les a systématiquement saisies de contester les décisions des différentes chambres sur la question du rôle des victimes et de l'accès des documents par leurs avocats. Les chambres ont systématiquement rejeté les demandes d'appel à cet égard. Pas seulement ça, les chambres se sont également prononcées sur certaines demandes de reconsidération de certaines décisions qui octroyaient l'accès à certains documents ou qui donnaient un certain rôle dans les procédures aux victimes. Je ne vois pas donc, Monsieur le Président, l'intérêt de soulever à nouveau cette question devant la Chambre aujourd'hui. Je ne vois pas en quoi cette question serait une question nouvelle. Je ne vois pas en quoi cette question mériterait d'être discutée là maintenant, sinon que pour en faire un coup de théâtre en séance publique. D'ailleurs, les différentes chambres de secours ont à maintes reprises indiqué de façon constante que la participation des victimes doit être effective et pas seulement symbolique. Et dans ce sens, les chambres ont octroyé certains droits procéduraux aux victimes dans cette procédure. Je ne m'attarderai pas, Monsieur le Président, sur le binôme parti-participant, qui d'ailleurs est en création de la pratique de la Cour. Dans l'affaire Lubanga, c'était le juge Fulford qui a notamment fait cette distinction entre partis et participants. Cette dichotomie n'apparaît pas dans le statut de Rome. Enfin,
quelques mots en ce qui concerne mes propos lors de la conférence de presse d'hier. Monsieur le Président, Madame et Monsieur le juge, il me semble évident que les victimes souhaitent voir les personnes qu'elles estiment responsables des événements qu'elles ont subis, éventuellement condamnées dans un cours de justice. Je ne vois pas qu'est-ce qui serait extraordinaire dans mes propos. Il est donc évident qu'en ce sens, on partage l'intérêt de l'accusation. Mais je pense qu'une autre partie de mes propos d'hier a échappé à la défense. Parce que moi, en audience, à l'occasion de la conférence de presse, j'ai également dit que les victimes souhaitent contribuer à l'établissement de la vérité. Si cela signifiera que les accusés ne seront pas déclarés coupables, eh bien, les victimes en prendront acte. Je vous remercie. Thank you very much. Le juge président, je vous remercie, Maître Massita. La Chambre a pris bonne note des observations présentées par la défense de M. Gbagbo. Et la Chambre vient d'entendre les réponses qui ont été apportées par les parties et les participants. Et la Chambre observe ce qui suit. Tout d'abord, une remarque générale. Et nous devons dire que la plupart, pour ne pas dire et ce, pendant différentes phases de la procédure. Certains de ces arguments ont été présentés en phase préliminaire, d'autres ont déjà fait l'objet d'ordonnances ou de décisions qui ont été rendues. J'aimerais dire à l'intention de M. MacDonald que point n'est besoin de présenter une application précise parce que cela peut être fait oralement, comme cela a été fait dans le prétoire ce matin. En l'état actuel des choses, la Chambre ne veut pas entendre ces arguments comme s'il s'agissait de nouveaux arguments. Mais voilà ce que nous souhaiterons dire. Et voilà quel est le fruit de nos réflexions. Pour le premier élément, alors, il faut savoir que la Chambre a rendu une décision qui rejetait la demande qui avait été faite. Et je vous parle de la représentation légale des victimes. Toutefois, et qui plus est, la Chambre est parfaitement consciente du cadre statutaire qui régit le rôle, les attributions et les prérogatives de la représentation légale des victimes. Et cela sera utilisé d'une façon qui sera considérée comme équilibrée par la Chambre, et ce au vu des principes généraux énoncés dans le statut de Rome. Et permettez-moi d'ajouter que les victimes doivent avoir un rôle important. Elles ont un rôle. C'est un rôle qui est certes différent du rôle joué par les parties, mais c'est un rôle qui a un sens et qui a son importance. Et c'est cela l'équilibre qui doit être instauré par la Chambre. Pour ce qui est du deuxième élément, et je cite alors, il a été question de quelques 1200 éléments de preuve, de 188 témoins, d'heures et d'heures d'extraits vidéo, de centaines de photos, et fin de la citation. Alors, il s'agit certes de chiffres, ce sont des chiffres extrêmement importants, ce sont des chiffres qui ont leur petit effet, qui font leur petit effet, mais qui n'ont pas véritablement, qui ne permettent pas véritablement de nous indiquer quel est le fond. Toutefois, la Chambre a déjà rendu une décision, la décision numéro 205, et par cette décision, la Chambre mettait quelque chose en exergue. Elle insistait sur le fait que les accusés devaient avoir le droit d'être jugés sans délai indu, et le juge président ainsi que toute l'équipe chargée de gérer le procès doit véritablement s'assurer que le procès soit juste
équitable et ait lieu rapidement. Donc soyez bien assurés que ces droits seront absolument respectés de façon tout à fait efficace. C'est une citation et je vais à nouveau citer Maître Jacob. Ces droits ne seront pas utilisés de façon théorique et illusoire. Je vous dirais que la Chambre est particulièrement informée et consciente de la complexité de cette affaire. Et avant de donner la parole aux partis pour leur déclaration liminaire, je vous dirais que la Chambre va essayer, ou va plutôt utiliser et avoir recours à sa capacité de gestion de la façon la plus juste et la plus efficace que possible. Et dans la mesure où nous sommes capables de le faire. Troisièmement, comme je l'ai déjà dit, et M. MacDonald l'a réitéré, et j'aimerais insister là-dessus parce que cela me semble extrêmement important, il s'agit d'une procédure pénale contre deux personnes contre lesquelles le procureur a présenté des charges bien précises. Et au cours de ce procès, des éléments de preuve vont être présentés. Ces éléments de preuve feront l'objet d'une évaluation méticuleuse de la part de la Chambre de première instance. Toute autre considération ne sont pas du ressort de ce procès. Ceci étant dit, je vais maintenant faire une déclaration au nom de la Chambre au sujet de la conduite du procès. Pour ce qui est de la conduite du procès, vous avez les consignes qui ont été émises par la Chambre le 3 septembre 2015, et je fais référence au dépôt d'écriture 205 auquel je viens de faire allusion d'ailleurs, seront complétées et amendées pendant ce procès et comme cela sera approprié. Mais il est important d'insister sur une chose. Un procès est un processus dynamique qui évolue, qui est en évolution constante et continue. En conséquence, la conduite de ce procès doit être ajustée, adaptée, tel que cela sera exigé au cours du procès, et ce, en application de l'article 64.8b et en application de la règle 140 du règlement de procédure et de preuve, qui indique quels sont les pouvoirs conférés au juge président qui doit donner des consignes. De façon générale, ces consignes vous seront présentées oralement, rapidement et conformément au travail statutaire et au cadre statutaire. Mais il y a des principes généraux qui, me semble, doivent être mis en exergue maintenant. Premièrement, les droits de la défense. Ce procès sera géré en assurant le respect total des droits de la défense. À ce que le procès soit conduit de façon équitable et avec diligence, dans le plein respect des droits des accusés et en ayant pleinement égard à la nécessité d'assurer la protection des victimes et des témoins. The accused are presumed. Il y a une présomption d'innocence à l'égard des accusés, jusqu'à ce que l'on ait prouvé qu'ils sont coupables. En application de l'article 66.1 du statut, le procureur, où il incombe au procureur d'acquitter, d'assumer le fardeau correspondant aux éléments de preuve, et il doit prouver les charges au-delà de tout doute raisonnable. Les accusés jouissent d'un droit fondamental qui est le fait d'avoir un procès efficace et un procès conduit avec diligence. Le principe de l'oralité des débats est un principe qui sera préservé et respecté par cette Chambre. Les arguments présentés par les partis
et leurs demandes, ainsi que leurs requêtes, seront présentées autant que faire se peut dans le prétoire. Les conseils et les avocats doivent être disposés à réagir oralement à toute question qui pourrait être soulevée dans le prétoire. Des interruptions brèves pour permettre une consultation des différentes équipes seront autorisées lorsque cela sera nécessaire. Toutefois, les parties ne doivent pas s'attendre à ce que l'on leur octroie une interruption ou un ajournement dès qu'il y a un litige ou un contentieux qui se pose. Toutes les décisions orales seront rendues pendant les audiences. Troisièmement, le principe de la publicité du procès et des audiences. The chamber will do its utmost La Chambre déploiera des efforts pour faire en sorte que le principe de la publicité des débats soit assuré et respecté, et ce, pour faire en sorte qu'il y ait équité. Les huis clos et les huis clos partiels, ainsi que l'adoption des mesures de protection, restreignent l'accès du public à ce qui se passe dans le prétoire, et cela se limitera à ce qui sera la sécurité des victimes et des témoins. Les dépositions de témoins seront entendues en audience publique dans la mesure où cela sera possible. Des requêtes aux fins de passage à huis clos partiel ou à huis clos seront présentées publiquement, mais de façon neutre et objective. Il y sera fait référence au sujet ou au thème abordé. Toutefois, nous exhortons les parties à rassembler les questions sensibles, les questions relatives à la sécurité, et ce, afin d'éviter d'avoir recours de façon qui ne serait pas nécessaire à un passage entre huis clos partiel, audience publique, huis clos, audience publique. Parce que nous ne pouvons pas faire sans cesse des allées et venues, parce que nous devons, avant tout, ne pas oublier la publicité des débats. Nous exhortons les parties et les participants à déposer des versions publiques expurgées de leur dépôt d'écriture confidentielle et expartée aussi rapidement que faire se peut. L'idéal serait que cela soit présenté simultanément ou juste après le dépôt d'écriture original. Quatrièmement, le principe relatif à la rapidité ou à la célérité soit conduit avec diligence. This chamber is determined Cette chambre est déterminée à déployer des efforts, et elle déploiera des efforts pour faire en sorte que la procédure soit efficace et menée avec diligence. Elle aura recours à tous ses pouvoirs ou à toute sa capacité de gestion du procès pour assurer efficacité et célérité dans la mesure où cela permettra également de ne pas oublier le principe d'équité. Nous nous attendons à ce que les parties et les participants soient toujours préparés en amont du calendrier ou suffisamment en amont du calendrier. Si une discussion d'un sujet se termine beaucoup plus tôt que prévu, la Chambre décidera de passer au point suivant du programme qui sera ajusté comme cela sera nécessaire. Cela est valable également pour les témoins.
et nous le réitérerons avant la première déposition du premier témoin. Nous nous attendons de la part des parties et des participants à ce qu'ils soient précis, concis et qu'ils aillent à l'essentiel. Les équipes de la défense devront utiliser leur temps à bon escient. Les arguments présentés par une équipe de la défense ne devront pas tout simplement être répétés ou réitérés par l'autre équipe de la défense. Et il faut savoir que dans la même veine, les délais de réponse en application de la norme 24 du règlement de la Cour seront raccourcis à 8 jours. Cela est également valable pour tout rapport qui sera présenté par le greffier. Alors naturellement, les parties auront le droit de demander autorisation à interjeter appel des décisions de la Chambre, et ce en application de l'article 82.1d du statut. Toutefois, la Chambre souhaiterait mettre l'accent sur un élément. Le recours aux appels interlocutoires est exceptionnel et devra le rester. Comme l'a indiqué la Chambre de première instance numéro 7, les parties ne doivent pas avoir recours à présenter une demande en application de l'article 82.1d de façon, comme s'il s'agissait d'un réflexe automatique. Et je cite, et je suis entièrement d'accord avec cela. C'est en effet une consigne fort judicieuse. Les appels interlocutoires ne doivent pas être utilisés pour que l'on reconsidère des éléments déjà abordés ou pour exprimer tout simplement un simple désaccord avec une décision rendue par la Chambre, parce qu'il y a toujours une partie qui n'est pas d'accord ou qui n'est pas particulièrement transportée de joie par les décisions rendues par la Chambre. Donc la Chambre ne s'intéresserait pas aux situations de fausse urgence, en quelque sorte. Les parties devront soulever rapidement à l'intention de la Chambre toute question, tout problème, tout obstacle ou toute question, y compris des questions de nature technique d'ailleurs, dès qu'elles se poseront. Obstacle et qui ne leur permettrait pas de respecter leurs obligations en respectant les délais impartis. Alors, le greffe, nous attendons à ce que le greffe aide rapidement les parties et les participants, et c'est les instructions que nous envoyons au greffe, et ce, afin de faciliter une conduite sans problème du procès. Le procureur nous a fourni une estimation du nombre des témoins, du nombre de documents sur lesquels elle pense s'appuyer et du temps dont elle a besoin pour la présentation de ces éléments à charge. La Chambre, certes, prend note de ceci et utilisera ses capacités de gestion du procès à ce sujet tel qu'approprié. Et en dernier lieu, j'aimerais vous parler du calendrier du procès en quelque sorte, à savoir le calendrier après les déclarations liminaires. La Chambre a d'ores et déjà indiqué qu'à partir d'aujourd'hui, elle siégera tous les jours jusqu'au 17 février 2016 et qu'ensuite, à partir du jeudi 3 mars jusqu'au mercredi 23 mars 2016, à l'exception du lundi 11 et du vendredi 11 mars et du lundi 14 mars. Pour le moment, nous n'avons que 2 salles d'audience à notre disposition. De façon simultanée, j'entends. Ce qui fait qu'il va falloir faire en sorte de pouvoir siéger alors qu'il y a 3 procès
en cours. C'est un accord qui a été conclu lorsque nous avons pris langue avec les deux autres juges présidents des deux autres procès. En conséquence, après l'ajournement du jeudi 23 mars 2016, le procès reprendra le lundi 9 mai 2016 et en principe se déroulera de façon non interrompue jusqu'aux vacances judiciaires de l'été. Et plus précisément, avant les vacances judiciaires de l'été, la Chambre siégera au cours des semaines suivantes. La semaine du 9 au 14 mai, la semaine du 16 au 20 mai, semaine du 23 au 27 mai, la semaine du 6 au 10 juin, la semaine du 13 au 17 juin, la semaine du 27 juin au 1er juillet, la semaine du 6 au 8 juillet, la semaine du 11 au 15 juillet. Bien entendu, s'il y a des événements imprévisibles, ils seront pris en considération, bien entendu. À la suite des vacances judiciaires de l'été, le procès reprendra le mardi 30 août 2016. Alors, les informations complémentaires au sujet de ce calendrier des audiences sera fournie lorsque nous nous rapprocherons des dates indiquées. Ce qui m'amène maintenant aux déclarations liminaires. Si tant est que tout soit clair, ce que j'espère. Visiblement, personne ne demande à intervenir. Madame le procureur, pour votre déclaration liminaire. Je ne sais pas pendant combien de temps vous avez l'intention de parler, mais quoi qu'il en soit, nous avons 50 minutes à notre disposition. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame le juge, Monsieur le juge, Monsieur Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé doivent répondre de crimes contre l'humanité, meurtre, viol, atteinte grave et persécution, commis à Abidjan à la suite des élections présidentielles qui se sont tenues en Côte d'Ivoire en 2010. Que les choses soient bien claires dès le départ. Cette affaire ne s'agit pas de déterminer qui a gagné les élections en 2010, ni qui aurait dû les remporter. Il s'agit d'établir la responsabilité pénale individuelle de deux accusés pour ce qui est des crimes commis dans le cadre des violences post-électorales de 2010 qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale. Il s'agit d'établir leurs responsabilités au sujet des crimes commis par les forces armées de la Côte d'Ivoire, ainsi que par des groupes de jeunes, des milices et des mercenaires en exécution d'un plan visant à maintenir coûte que coûte M. Laurent Gbagbo au pouvoir. Principalement, en raison de la crise politico-militaire en Côte d'Ivoire 2002-2007, les élections de 2010 ont été les premières élections qui se sont tenues au cours des 10 années où M. Gbagbo était au pouvoir. Elles devaient marquer l'unité du pays, mais ce ne fut pas le cas.
Enfin, en fait, pendant 5 mois environ, du 27 novembre 2010 au 12 avril 2011, la Côte d'Ivoire a sombré dans le chaos et a été le théâtre de violences innommables, déclenchées par des discours de division selon lesquels seuls les Ivoiriens qui souhaitaient Moussé Bagbo étaient de vrais patriotes. Tous les autres étaient qualifiés d'ennemis de la République. M. Laurent Gbagbo n'a pas eu l'intention d'abandonner le pouvoir. Il s'était préparé à l'éventualité d'une défaite électorale en posant des fondations de recours à la violence. Puis, lorsqu'il a compris que la présidence allait lui échapper, avec l'aide de son entourage immédiat, il a lancé une campagne d'attaque orchestrée contre les civils assimilés à ses opposants. D'abord, les partisans de l'opposant politique de M. Gbagbo, M. Alassane Ouattara. Ensuite, tous ceux qui étaient considérés comme acquis à la cause de ce dernier, compte tenu de leur origine ethnique, de leur religion ou de leur nationalité, ou encore de ces 3 critères à la fois. Les groupes ethniques comme les Diola, généralement de confession musulmane, et les Ivoiriens, origine ouest-africaine, ou les citoyens du pays Afrique de l'Ouest, comme le Mali et le Burkina Faso, ont tous été considérés comme des partisans de M. Ouattara. Les membres de ce groupe ethnique, nationaux et religieux, ont tous été pris pour cible lors de manifestations politiques, à des barrages routiers et dans des communes les plus peuplées d'Abidjan, comme celle d'Abobo. Leurs foyers et les marchés qu'ils fréquentaient ont été bombardés et leurs édifices religieux attaqués. Monsieur le Président, Madame le juge, Monsieur le juge, au vu des éléments de preuve qu'elle a requis, l'accusation est aujourd'hui ici pour poursuivre 2 hommes. Monsieur Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire, et Monsieur Charles Blé Goudé, allié de longue date de M. Gbagbo et chef de file des jeunes partisans de ce dernier, qu'il l'a nommé ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi après les élections. Nous sommes ici aujourd'hui pour envoyer un message fort et ferme à tous ceux qui complotent pour se hisser au pouvoir ou s'y maintenir en ayant recours à la force et à la brutalité, à savoir qu'ils doivent répondre et répondront de leurs actes conformément aux dispositions du statut de Rome. Mr. President. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, nous sommes ici présents pour rappeler au monde que des crimes tels que ceux qui sont au cœur même de cette affaire, seulement des communautés touchées, mais de toute l'humanité. Quiconque commet une violence de masse le fait contre le monde entier. Et j'aimerais réitérer quelque chose. La force motrice de ce procès n'est pas la considération politique. Notre mandat est un mandat strictement juridique, en application du statut de Rome.
nos enquêtes indépendantes nous ont permis de recueillir des éléments de preuve, ce qui fait que notre objectif est de poursuivre pour les crimes qui ont été commis pendant une période de violence post-électorale qui a détruit et anéanti les vies de tant d'hommes, femmes et enfants en Côte d'Ivoire. Nombreux sont les Ivoiriens qui suivront de très près ce procès. D'aucuns se demanderont pourquoi l'accusation a accusé ces deux hommes et non pas d'autres pour le moment. L'accusation s'est engagée fermement à s'assurer que toutes les personnes les plus responsables pour la violence qui a été déchaînée contre les civils en Côte d'Ivoire dans le cadre des élections de l'année 2010 seront traduits en justice. Selon les rapports, 3000 civils ont été tués lors de la violence post-électorale dans le pays par les forces armées des deux côtés. Nos enquêtes dans le pays continuent, mais elles vont prendre un certain temps et j'encourage la population de la Côte d'Ivoire à faire preuve de patience et j'exhorte les autorités nationales à continuer à coopérer avec mon bureau dans le cadre de ces activités. Mon bureau va s'efforcer d'assurer et de garantir la justice et la responsabilité pour tous les camps. Cela doit être clair, car mon bureau est en train de mener à bien des enquêtes et ce dans les deux camps du conflit. C'est ce qui est exigé par le mandat juridique du bureau, c'est ce que méritent les victimes et c'est ce que l'accusation s'est engagée à faire et c'est pour cela qu'elle œuvre en ce moment. Comme vous l'expliquera M. Eric MacDonald, le premier substitut du procureur de l'affaire, dans le deuxième volet de la déclaration liminaire, l'accusation va prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que la responsabilité pénale individuelle peut être imputée à M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé pour des crimes contre l'humanité qui ont été commis contre des civils à Abidjan entre le 27 novembre 2010 et le 12 avril 2011. L'accusation va prouver que M. Laurent Gbagbo et que M. Charles Blé Goudé et d'autres membres de l'entourage immédiat de M. Gbagbo ont concocté et mis en œuvre un plan commun, et ce afin de garder au pouvoir M. Laurent Gbagbo par tous les moyens. Ces moyens incluaient le recours à la force armée et à la violence. Au 27 novembre 2010 au plus tard, ces moyens incluaient également une politique qui consistait à lancer une attaque, une large attaque, une attaque systématique contre des civils qui étaient perçus comme étant des sympathisants de